qui sont de droit et des autorisations spéciales d'absence qui sont facultatives. Celles qui sont de droit, donc elles sont écrites dans les textes, elles sont fixes et la collectivité ne peut pas agir sur le nombre de jours accordés. Tout ce qui est autorisation spéciale d'absence, il faut dire aussi au préalable, c'est que ça vient en plus des congés payés. Voilà, il n'y a pas d'amalgame à faire. C'est des jours offerts selon la situation et différents motifs. Donc, concernant celles de droit, donc on vous les a listées puisque c'était une demande récurrente des collectivités de savoir quelles étaient les ASA de droit et quelles étaient celles facultatives. Donc, pour les ASA de droit, on a différents thèmes. Donc, il y a celles liées à des événements familiaux. Comme vous le voyez dans ce document, par exemple, celles pour naissance ou adoption ou décès d'un enfant. Donc voilà, tout est répertorié. Donc vous voyez que pour une naissance, on offre 3 jours d'autorisation spéciale d'absence. Donc ça, c'est celles qui sont vraiment de droit. Pour le décès d'un enfant, c'est 12 ou 14 jours et il y a 8 jours supplémentaires selon les situations. Donc vous pouvez vous référer à ce document-là, le diffuser dans votre collectivité, notamment pour les ASA de droit, pour que vos agents soient bien informés de ce qui est écrit dans les textes concernant les autorisations spéciales d'absence. Au-delà des événements familiaux, il y a aussi ceux pour motifs professionnels et syndicaux. Donc là, vous avez toutes les autorisations spéciales d'absence liées à ce motif. Vous pouvez vous y référer. Elles sont toujours de droit également. Il y a les autorisations d'absence liées à la maternité, à la parentalité. Ça, je vais passer assez vite puisque ma collègue fera un petit focus dessus tout à l'heure et puis elle vous présentera ça puisque ça a évolué récemment. Autrement, on a les autorisations spéciales d'absence liées à des motifs civiques. Quand vous recevez une convocation, vous êtes juré d'assises, témoin devant le juge pénal, si vous êtes sapeur-pompier également. Et pour finir, alors, ça c'était pour les autorisations spéciales d'absence de droit. Et au-delà de ces autorisations spéciales d'absence, donc qui sont obligatoires, il y a des autorisations spéciales d'absence facultatives. Et c'est là que la collectivité a un rôle à jouer. Donc, par une délibération, elle accorde des autorisations spéciales d'absence liées à différents motifs. Avant ça, donc, il faut saisir en préalable le CST pour avis. Donc ça, je vais vous montrer par la suite comment on saisit le CST sur AG. On voit pas? Non, on voit que on a assez sur modèle d'acte. On nous dit dans le chat. Alors attendez, je repars sur pourtant j'ai bien partagé. Je recommence. Soit c'est écran, soit c'est fenêtre. Là, c'est bon ou pas? Là, on voit le document, c'est bon. Ok. Donc, j'étais partie sur les ASA de droit. Donc, vous allez vous y référer, même si vous ne l'avez pas vu, c'est sur notre site. Et là, on passe aux ASA facultatives. Donc, là, c'est vraiment la collectivité qui décide le nombre de jours accordés concernant ces autorisations spéciales spécifiques. Donc, il y en a liés également à des événements familiaux. Donc, en cas de mariage d'un agent, mariage d'un enfant, mariage ou Pacs, bien évidemment. Donc, là, vous voyez, vous avez toujours la durée maximale qui est possible d'autoriser dans la collectivité. En fait, on fait référence toujours à la fonction publique d'État. Donc ça, c'est ce qui est à l'État accordé au titre, par exemple, d'un mariage, les 5 jours. Et donc, du coup, dans une collectivité, on ne peut pas dépasser ces 5 jours-là. Bien évidemment, un maire ne pourra jamais dire, ou un président, j'accorde 10 jours d'autorisation spéciale d'absence pour un mariage d'un agent. Non. Il y a des limites à ne pas franchir. Donc là, en l'occurrence, pour le mariage ou le Pacs de l'agent, c'est 5 jours. Et vous voyez, vous avez plusieurs items. Donc, mariage d'un enfant, c'est 1 jour. Donc, je vous laisserai le parcourir, bien évidemment. Donc, vous pouvez vous référer à ce document-là quand voilà, vous souhaitez mettre en place les ASA dans votre collectivité. Donc, ça, c'est les ASA liés, vous voyez, en cas de décès, en cas de maladie, c'est des ASA liés aux événements familiaux. Il y a aussi les gardes d'enfants malades, vous pouvez vous y référer également. Il y a des ASA liés à des événements de la vie courante. On a souvent des demandes concernant, par exemple, la rentrée scolaire d'un enfant d'un agent, concours examen, déménagement de l'agent. Donc, tout ça pour revenir sur les ASA facultatifs, c'est la possibilité pour une collectivité de les accorder. Ce n'est pas une obligation, contrairement aux ASA de droit, bien évidemment.
Vous avez aussi les fêtes religieuses qui sont des ASA facultatives. Donc, vous avez différentes religions, hein, catholiques, orthodoxes, arméniennes, musulmanes, voilà. Donc ça, c'est vraiment un document qui est l'annexe auquel vous pouvez vous référer quand vous allez mettre en place les ASA facultatives dans votre collectivité. Ce que je voulais vous montrer également, donc toujours dans modèle d'acte, vous voyez toujours l'écran ou pas? Non, toujours pas, je recommence. Là, c'est bon? On voit le site. Ok. Donc là, je vous ai montré donc, ce qui s'appelle annexe concernant les ASA. Là, je vais vous montrer la délibération qui a été mise à jour également. Donc ça, c'est vraiment le projet de délibération, un modèle que vous pourrez prendre quand vous allez mettre en place les ASA dans votre collectivité. Donc voilà, ma collègue l'a mise à jour. Donc voilà, c'est la délibération lambda. Et ce qui est la nouveauté par rapport à l'ancien modèle de délibération, c'est qu'on vous a inclus, vous voyez, dans le corps même de la délibération, les ASA qui sont de droit. Donc comme ça, quand vous le prenez, même vous en tant que secrétaire ou RH, vous voyez déjà ce qui est de droit applicable dans la collectivité. Donc voilà, vous voyez, décès d'un enfant. Donc ça ne bouge pas. C'est écrit dans les textes et ça ne bouge pas. C'est un ASA qui est accordé de droit pour l'agent qui en fait la demande. Et la nouveauté aussi, donc ça concerne les ASA facultatives, donc plus loin dans la délibération. Donc c'est là vraiment où la collectivité doit choisir de mettre en place ou non, hein, c'est au choix les ASA facultatives. Et donc là, dans le modèle de délibération qu'on vous propose, vous voyez, on a dans les ASA facultatives, donc là, vous voyez, vous avez le choix, par exemple, pour le mariage ou le pacte d'un agent. Donc, on a vu que c'était 5 jours possibles. Donc là, vous pouvez faire le choix dans votre délibération d'accorder 0, 1, 2, 3, 4, mais toujours dans la limite de 5 jours. Et pour toutes les items, vous pourrez choisir, déterminer le choix de la collectivité concernant toutes ces ASA facultatives. Donc ça, c'est la grande nouveauté de la délibération qu'on vous propose. Voilà, et à chaque fois, le choix est borné. Vous voyez que là, pour le mariage d'un enfant, donc on n'a pas le choix, c'est 1 jour maximum, prévu par le texte. Voilà, donc là, vous pourrez choisir dans toutes les items vraiment ce que la collectivité souhaite mettre en place en termes d'ASA facultative. Donc là, c'est quand il y a un choix à faire, ou sinon, vous voyez, par exemple, pour les ASA liés aux fêtes religieuses, c'est vraiment le jour de la fête voilà, qui est offert. Donc voilà pour le modèle de délibération. Donc tout ça se trouve sur notre site. Voilà, tout ça se trouve sur notre site. Et donc, quand vous décidez de mettre en place des ASA facultatives dans votre collectivité, ce qu'il faut, c'est saisir le comité social territorial en amont de la mise en place de votre délibération. Donc là, rendez-vous sur Agir, vous voyez, donc dans l'onglet Instance, CST, donc dans liste des dossiers et nouvelles demandes. Je ne sais pas si vous avez vu, mais le module CST a un peu évolué ces derniers temps. Vous n'avez plus qu'un choix possible. Et donc là, du coup, vous pouvez ajouter une saisine pour le prochain CST. Ça va bien. Voilà. Et donc, dans le choix de saisine que vous allez faire, bien évidemment, ça va s'appeler autorisation spéciale d'absence. Donc, c'est un peu long, désolé. Donc là, vous arrivez sur vraiment la saisine du CST. Donc là, par défaut, le nom de votre collectivité s'inscrit avec le référent, normalement. Voilà. Et puis, les documents que vous allez devoir produire, donc la date d'effet qui doit toujours être postérieure à l'avis du CST, je le rappelle. Et donc là, on ne le voit pas, mais dans les 2 documents que vous allez devoir produire, les 2 pièces justificatives, il y aura donc le projet de délibération. Donc, vous pouvez prendre, c'est même le but de prendre le modèle qu'on vous a proposé. Et puis, la saisine datée et signée par l'autorité territoriale. Donc ça, elle fusionne automatiquement quand là, vous avez un bouton qui s'appellera valider et imprimer. Et donc, vous pourrez imprimer, je crois qu'on peut même le voir là directement, votre saisine, je n'ai pas rempli, mais votre saisine se fusionnera en Word. Et donc, c'est simplement ces 2 documents-là que vous devez présenter au CST pour pouvoir acter vos ASA facultatives dans votre collectivité.
Voilà. Donc, je vais laisser la parole à ma collègue pour les nouveautés en termes d'autorisation spéciale d'absence liée à la parentalité. Je vais enlever mon partage d'écran. Voilà. Ça fonctionne? Vous voyez le partage? C'est bon. En gros, donc dans ce support, donc dans ce support, vous retrouvez bien évidemment ce qu'Émilie vient de nous dire. Hein. Vous aurez les liens pour accéder sur notre site aux documents. Et nous, on va surtout faire un petit focus aujourd'hui sur les ASA liés à la parentalité, avec les nouveaux textes qui sont parus le 30 juin 2025, avec date d'effet au 2 juillet. Donc, je vous ai remis toutes les références juridiques qui concernent ces nouvelles ASA. Donc voilà, donc c'est le focus sur les autorisations spéciales d'absence de droit. Donc c'est vraiment prévu par les textes, c'est pas facultatif. Donc si un agent fait la demande, sauf nécessité vraiment de service, en fait vous êtes obligé de l'accorder. Et notamment pour l'agent enceinte, les 7 examens médicaux pré- et post-nataux, vous ne pouvez pas les refuser. C'est un droit de l'agent pour se rendre à ces examens si ça venait à être effectué sur le temps de travail. Donc c'est prévu pour la durée de l'examen. Il y a aussi pour les agents qui sont en parcours PMA, donc c'est pour tous les actes nécessaires à la procréation. C'est la durée de l'examen aussi. Et la petite nouveauté, donc ça paraît logique que l'agent qui est enceinte ou qui est dans un parcours avec des actes médicaux ait le droit de s'absenter. Mais donc je l'ai appelé le coparent pour résumer, mais le conjoint, partenaire de PACS, concubin de la personne qui attend l'enfant, a le droit aussi de s'absenter pour se rendre à maximum 3 examens. Voilà, c'est ça surtout la nouveauté en fait des textes. Donc pour accompagner l'agent enceinte ou dans un parcours de PMA à maximum 3 examens médicaux. Et également l'agent adoptant. Donc ce sont tous les entretiens obligatoires pour l'agrément. C'est la durée d'entretien. Par contre, on a un petit bémol, il y a un décret qui est en attente pour préciser le nombre maximum, pareil, d'entretien dans le cadre d'une procédure d'adoption. Donc ça, je vous ai remis tout ce que je vous ai dit exactement, donc vraiment le détail. Donc à chaque fois, voilà, c'est vraiment le partenaire, donc pour résumer, le coparent. Donc, ce sera aussi simple parce que ça prévoit vraiment que ce soit situation de mariage, de PACS ou de concubinage. Ok, donc de toute façon, vous aurez le support, hein, bien évidemment. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser via le chat, on va essayer d'y répondre. Pour nous, pour les ASA, je pense que c'est bon, le sujet est bouclé. Donc, je pense que c'est peut-être David qui intervient après. Et nous, on répond à vos questions dans le chat, de toute façon. Voilà, merci. Merci, Émilie. Et je ne sais pas si tu voulais parler de ton événement en novembre. Alors, je pense qu'on fera un petit focus en questions points divers à la fin, puisque Émilie a préparé aussi un petit support pour ça. Merci. Okay, très bien. Merci. David, si tu es prêt, on peut partir. Oui, oui, tout à fait. Bonjour. Alors, du coup, je vais, moi, vous parler des formalités en fait de base du recrutement. Donc, alors, je vais projeter. Normalement, ça devrait fonctionner. Attendez. Tac. Tac, tac. Est-ce que ça marche bien déjà? Oui, c'est bon. Ouais, ok, super. Alors du coup, oui, comme je vous le disais, je vais vous faire un petit focus aujourd'hui sur les formalités de base du recrutement d'un agent, que ce soit pour des temps complets ou temps non complets, et concernant des emplois permanents. Alors déjà, la base, c'est de revenir vraiment sur la distinction qui est assez fondamentale ici entre emploi permanent et emploi non permanent. C'est quoi la différence concrètement? C'est assez simple. L'emploi permanent, c'est celui qui va être créé par voie de délibération pour répondre à l'activité normale et habituelle d'une collectivité. C'est celui qui va correspondre à un besoin pérenne, un besoin structurel. Typiquement, ça va être un poste de secrétaire de mairie, un poste d'agent technique polyvalent, un poste d'ATSEM par exemple. Et il va être destiné à être occupé en priorité par un fonctionnaire. L'emploi non permanent, à l'inverse, il va être créé pour répondre à un besoin plutôt ponctuel et limité dans le temps. En fait, on est plutôt sur des CDD avec une date de début et une date de fin, et en conséquence, ils sont occupés par des contractuels en principe.
Pour petit zoom vraiment très, très léger sur les emplois non permanents, il y en a 3 types qui existent. Les postes, les contrats conclus pour accroissement temporaire d'activité, accroissement saisonnier d'activité et les fameux contrats de projet. Mais c'est pas l'objet de la visio de rentrer, plus en détail sur les conditions pour conclure ces contrats. Mais si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à nous à nous contacter évidemment. Alors, pareil au niveau des formes de temps de travail, petit rappel, des différences entre le temps complet, le temps non complet, le temps partiel. Le temps complet, c'est ce qui correspond à un emploi, qui correspond pour le coup à la durée légale de travail. C'est les fameuses 35 heures par semaine, c'est la durée légale de travail, c'est aussi les 1 607 heures par an. Un temps non complet, c'est différent. Le temps non complet, c'est un emploi qui va être créé par une collectivité pour répondre à un besoin, bah, qui n'est pas celui d'un plein temps. Typiquement, dans une petite collectivité, on peut penser à des secrétaires de mairie, des agents d'entretien des locaux, des agents techniques polyvalents aussi, où là, finalement, on n'a pas forcément besoin d'un 35 heures. Donc, la collectivité pourra créer des postes avec une durée de travail inférieure. En fait, le temps non complet, concrètement, c'est ce qui correspond au temps partiel dans le privé. Parce que le temps partiel dans la fonction publique territoriale, n'est pas en fait, synonyme. Le temps partiel dans la fonction publique territoriale, pour petit rappel, c'est lorsqu'un agent, il va travailler sur une quantité de travail inférieure à celle de son emploi. Et il y a des cas, de temps de travail partiel, sur demande ou de droit. Alors, avant toute chose, quand on recrute sur emploi permanent, encore une fois, j'insiste, la première étape, c'est la délibération que doit prendre la collectivité. C'est elle qui va fixer le cadre du poste, donc la création de l'emploi, la quantité de travail, les conditions de recrutement. Vous avez 2 cas de figure en fait. Soit vous avez déjà une délibération qui existe, typiquement c'est le cas de vous avez un agent qui va être muté, vous souhaitez le remplacer. Bah, la délibération elle existe déjà puisque vous aviez déjà quelqu'un, un agent qui occupait ce poste. Ça peut être aussi en cas de départ en retraite, ou autre. Donc dans les cas-là, soit vous souhaitez, conserver, finalement l'emploi tel qu'il était avec la même durée hebdomadaire de travail, avec le même grade ou les mêmes grades et dans les cas-là, bah, il y a pas de souci particulier, vous pouvez passer directement à l'étape suivante. Vous n'avez pas besoin de reprendre une délibération s'il y en a déjà une qui a été prise par le passé. En revanche, évidemment, si vous souhaitez modifier, bah, l'emploi, là, il pourrait être intéressant de reprendre une délibération. Heu, autre cas de figure, c'est une création de poste. Il n'y a pas de délibération qui a été adoptée. Donc dans les cas-là, il va falloir, que le conseil, municipal notamment, prenne une délibération pour créer l'emploi permanent. Et ce qu'il faut déjà noter à ce niveau-là, c'est que, dans la délibération, il faut mentionner en fait que la collectivité, autorise le recours à un agent contractuel. Ça, c'est une chose qui est assez importante à avoir en tête. Si vous avez une ancienne délibération, pour un poste qui a été occupé depuis 20 ans, par exemple, par un fonctionnaire et qui ne mentionne pas le recrutement par un contractuel, c'est un problème parce que ça ne vous autorise pas à recruter, un contractuel en cas de recrutement infructueux d'un fonctionnaire. Ouh là, mince, j'ai fait une bêtise, je reprends. Hop, tac, 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 tac. Excusez-moi, j'ai été trop vite. Voilà. Donc, dès lors qu'on a une délibération, soit qu'elle existe déjà, puisqu'elle a été prise par le passé, soit vous venez de la prendre. L'étape suivante, que vous connaissez bien, je pense, c'est la fameuse étape de vacances d'emploi. La vacance d'emploi, qu'est-ce que c'est? C'est ce que vous allez saisir en fait sur emploi territorial et qui va préciser en gros que votre collectivité, elle va recruter quelqu'un à hauteur de tant d'heures par semaine et sur tel grade pour occuper telle fonction, telle fonction. À chaque fois que vous faites une vacance d'emploi, toutes les semaines, en fait, au centre de gestion, on regroupe toutes les vacances d'emploi qui ont été effectuées par les collectivités la semaine précédente et on va les envoyer au contrôle de légalité euh, qui va poser son visa, en fait. Et ça, c'est une étape obligatoire dès lors qu'on recrute sur un emploi permanent. Sachant que comme vous le savez, je pense déjà, la durée de publication de la vacance d'emploi sur emploi territorial, elle ne peut pas être inférieure à 1 mois. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un agent qui est en CDD sur emploi permanent, qui finit, son contrat le 31 décembre et que vous souhaitez, le renouveler au 1er janvier, il faut saisir la vacance d'emploi avant fin novembre pour que le délai d'emploi soit respecté et c'est important parce que la vacance d'emploi, elle va vous servir et plus précisément, le numéro de vacances d'emploi, il va vous servir puisque vous allez le retrouver sur le contrat de travail ou l'arrêter. Et c'est ça que la préfecture va, entre autres, regarder. Donc, il faut vraiment être vigilant sur le fait de toujours faire la vacance d'emploi quand elle est nécessaire et surtout aussi de respecter ce fameux délai. Mais la vacance d'emploi, elle ne suffit pas.
Pas toujours en tout cas. Pourquoi? On a eu un décret qui est paru en juillet 2025 qui, qui ne qui s qui simplement codifie ce qui était déjà pratiqué par le passé, hein. Concrètement, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'offre d'emploi doit être complémentaire à la vacance d'emploi. L'offre d'emploi, elle va viser à assurer la publicité du poste et l'offre d'emploi, vous allez la saisir sur emploi territorial. Et ensuite, dès lors qu'une offre est saisie sur emploi territorial, l'offre va être transférée sur le site Choisir le service public. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais en fait, c'est le site où vous allez retrouver les offres d'emploi de toutes les 3 fonctions publiques en France. Donc la fonction publique hospitalière, la fonction publique d'État et bien sûr la fonction publique territoriale. Et pour publier une offre d'emploi sur Choisir le service public, il faut passer par emploi territorial. Et ce qui est vraiment obligatoire, et c'est vraiment ça qu'il faut retenir, c'est que dès lors qu'on vous envisagez un recrutement sur emploi permanent pour une durée, si on est sur un contractuel en tout cas, d'une durée supérieure ou égale à 1 an, l'offre d'emploi est obligatoire. Elle vient en fait en complément de la déclaration de vacances d'emploi. L'objectif, qu'est-ce que c'est? Ça va être de garantir la transparence, l'égalité d'accès aux emplois publics et au final de sécuriser juridiquement le recrutement. S'abstenir de publier une offre d'emploi quand elle est requise, en fait, ça va exposer la collectivité à un risque de contentieux qui peut aller jusqu'à l'annulation finalement de la nomination de l'agent qui sera recruté. Nous allons prochainement revenir vers vous par une newsletter et par un article sur le site du centre de gestion qui vous précisera vraiment au cas par cas la liste des cas où l'offre et la vacance d'emploi sont obligatoires. Par exemple, je sais que sur les différents sites de centres de gestion en France, vous avez certains centres de gestion qui pourront être un petit peu en désaccord sur, par exemple, est-ce qu'il faut une déclaration de vacance d'emploi, une offre d'emploi en cas, par exemple, d'avancement de grade. Voilà. Donc, on va vous renvoyer à finalement quelque chose d'assez complet, synthétique, mais clair, qui vous permettra de plus finalement trop vous poser de questions. Si jamais vous vous posez quand même une question, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous appeler, hein. Pour tout ce qui est recrutement, vous pouvez tout à fait nous contacter et on vous répondra en fonction de votre cas précis. Voilà. Et sachez juste donc que voilà, le décret qui est paru en 2025, il crée rien de nouveau finalement, il va juste codifier ce qui était déjà pratiqué et diffusé de manière éparse sur différents décrets en fait. Ensuite, dès lors qu'on a l'offre d'emploi, on a la vacance d'emploi et l'offre d'emploi, je ne l'ai pas précisé, mais elle doit aussi être publiée, 1 mois. C'est le même délai, sauf urgence, hein, comme pour la vacance d'emploi, ça c'est toujours possible en cas d'urgence, d'aller un petit peu, de faire plus vite. Mais une fois que vous avez fait toutes ces démarches, vous avez la délibération, vous avez fait la vacance d'emploi, vous avez fait l'offre d'emploi, on rentre un petit peu dans le dur finalement du recrutement. Pour les emplois permanents, ce qu'il faut toujours retenir, c'est qu'il faut accuser réception en fait de chaque candidature et en vérifier donc leur recevabilité. Ensuite, il faut procéder aux entretiens afin justement d'évaluer la compétence, l'expérience, le potentiel finalement des candidats. Dans certains cas, notamment des contrats de plus courte durée, inférieurs à 6 mois, l'entretien est facultatif. Mais dès lors qu'on est sur un CDD de plus de 6 mois, il faut recevoir les personnes en entretien. Et pourquoi c'est important? En fait, c'est parce qu'à l'issue en fait de chaque entretien, il faut remplir un PV de recrutement, un procès verbal de recrutement. Quel est l'objectif de ça? En fait, c'est assez simple, c'est ce qui va vous permettre de préciser les appréciations que vous allez porter sur chaque candidat. Et surtout, en fait, ça va motiver le choix de la collectivité de recruter telle personne par rapport à d'autres personnes. C'est le document-là qui, en cas de litige demain devant le juge administratif, eh bien, sera apprécié par le juge, notamment. Donc c'est vraiment important de remplir ce document. C'est ce qui va permettre parfois de justifier que vous avez recruté un contractuel et non pas un fonctionnaire. Parce que le contractuel, effectivement, était plus en adéquation avec le poste que le fonctionnaire. Mais si vous n'avez pas ce PV de recrutement, vous ne pourrez pas le justifier. D'où la nécessité vraiment de faire ce PV de recrutement. Dernière étape, qui rejoint un petit peu la première finalement, c'est de notifier en fait les candidats qui vont pas être retenus. Voilà. Alors après, peu importe la manière dont vous le faites, gardez comme une traçabilité, c'est bien. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, il faut attester réception de toutes les candidatures et il faut notifier aux candidats non retenus également le fait qu'ils ne soient pas retenus. Dès lors, encore une fois qu'on est sur un emploi permanent. Là, ça ne s'applique pas sur un accroissement temporaire d'activité, par exemple. C'est pas obligatoire. C'est mieux, évidemment, mais c'est pas une obligation prévue par le texte. Petit point, petit zoom aussi sur la priorité des fonctionnaires. J'ai régulièrement des appels des collectivités et
il faut repartir un petit peu sur l'article L311-1 du Code général de la fonction publique. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un article qui précise que, en général, le principe, c'est que les emplois permanents, ils sont occupés par des fonctionnaires. Et c'est seulement dans les dérogations prévues par le Code de la fonction publique qu'on va pouvoir recruter des contractuels. Par exemple, un article assez couramment utilisé en collectivité, c'est l'article L332-8, deuxième alinéa, qui va vous permettre de recruter un agent contractuel lorsque les besoins du service ou la nature des fonctions le justifient, et surtout lorsqu'aucun fonctionnaire n'a pu être recruté. Concrètement, ça veut dire que la candidature d'un fonctionnaire, elle est prioritaire et elle doit être examinée avant le recrutement des contractuels. Ça veut dire que théoriquement, vous devez d'abord examiner les candidatures des agents fonctionnaires avant d'estimer qu'elles elles ne sont pas en adéquation avec votre besoin pour examiner les candidatures des agents contractuels. Ça, c'est vraiment dans le cas précis de cet article L332-8. Ensuite, il y a d'autres cas de dérogation qui sont assez souvent utilisés aussi dans les petites collectivités. Tous les modèles de délibération, par ailleurs, se retrouvent sur le site du centre de gestion. Vous avez à chaque fois les modèles de délibération accessibles. Donc, vous avez encore une fois d'autres dérogations, voilà, notamment en cas d'absence de cadre d'emploi adapté aux fonctions. Concrètement, vous recrutez quelqu'un et il n'y a pas de cadre d'emploi qui existe dans la fonction publique pour ce poste. Voilà, dans les cas-là, il y a une délibération spécifique. De même pour les recrutements dans les communes de moins de 1000 habitants ou des regroupements de communes de moins de 15 000 habitants ou les emplois de secrétaire général de mairie dans des communes de moins de 2000 habitants. À chaque fois, en fait, c'est des modèles de délibération spécifiques que vous allez encore une fois retrouver sur le site du centre de gestion. Mais dans tous les cas, le principe reste la priorité des fonctionnaires. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de recruter un fonctionnaire, mais il faut le justifier. Il faut, notamment dans le PV de recrutement, pour si jamais il y a un litige demain, va être en capacité de justifier devant le juge pourquoi le fonctionnaire n'a pas été recruté finalement. Et on va voir juste après pourquoi ça peut vraiment être important et il peut y avoir des conséquences. Hop. Alors, pourquoi effectivement je vous ai un petit peu rappelé toutes ces règles juridiques qui encadrent en fait le recrutement dans la fonction publique, c'est que en fait tout simplement le juge administratif peut annuler le recrutement ou la nomination d'un agent contractuel lorsque eh bien, euh, cette procédure n'a pas été respectée. Ça peut créer du coup une certaine insécurité juridique à la fois pour la collectivité et pour l'agent recruté. Et je vais prendre un exemple assez récent. Le tribunal administratif de Nice, dans un arrêt rendu le 1er août 2025, donc c'est vraiment très récent, qu'est-ce qui s'était passé? Eh ben, en fait, il y avait une collectivité qui a recruté un agent contractuel, alors qu'un fonctionnaire remplissait les conditions et s'était porté également candidat. Le fonctionnaire, qui s'est estimé lésé de ne pas avoir le poste, a saisi le tribunal administratif, qui a procédé à l'annulation du recrutement, qui a considéré que le principe de priorité des fonctionnaires et que les garanties procédurales n'avaient pas été respectées. Concrètement, la collectivité n'avait pas assez bien justifié dans le PV de recrutement que, que la candidature de l'agent contractuel était plus intéressante pour eux, si on schématise. D'où l'intérêt vraiment de respecter au mieux finalement cette procédure, parce qu'il y a des vrais enjeux juridiques derrière. Dernier petit slide pour un cas que je n'ai pas évoqué, mais qui est assez fréquemment utilisé aussi dans les collectivités, évidemment, dans toutes les collectivités territoriales, c'est le recrutement d'un agent sur emploi permanent, mais qui a vocation à revenir. Typiquement, on est dans le cas d'un agent qui va être en temps partiel thérapeutique, un agent qui va être en temps partiel tout court, un agent qui va être en disponibilité de courte durée, un détachement de courte durée, un congé maladie, maternité, parentale. Il y a plusieurs cas de figure. Encore une fois, la délibération qui vous permet de recruter pour des contractuels pour remplacer des agents momentanément absents se trouve également sur le site du centre de gestion. Et c'est une délibération de principe. C'est ça qui est intéressant. Ça veut dire que vous la prenez une fois et ensuite vous êtes autorisé à recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement d'agents momentanément absents, mais qui ont toujours vocation à revenir. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Des questions dans le chat, David, si tu veux Oui. que je te les Oui. lise. Oui, je veux bien, oui. Considérez-vous qu'une mutation interne implique obligatoirement une offre d'emploi en plus de la DVE? Alors, une mutation interne, c'est-à-dire que vous avez une personne en poste et que vous souhaitez la changer d'affectation. Oui. Oui, il faut effectivement dans les cas-là une déclaration de vacance d'emploi, parce qu'il y a dans tous les cas un emploi qui est vacant.
soit vous allez créer cet emploi et vous allez souhaiter affecter une personne dessus, soit à l'inverse, vous avez justement une personne que vous, par le jeu, on va dire des chaises musicales, qui va occuper d'autres fonctions. Et donc dans les cas-là, effectivement, il faut quand même une offre d'emploi. Ensuite, la préfecture, je viens de voir. La préfecture des Vosges vient d'envoyer un flash info aux communes sur la publication d'une vacance d'emploi. Oui, tout à fait. Je l'ai également vu. Et ce qu'ils disent est tout à fait exact, hein. Effectivement, ils rappellent. Et ce qui est assez intéressant dans le flash de la préfecture, c'est qu'ils mettent déjà un petit tableau qui va préciser les cas où la vacance d'emploi est obligatoire et dans quel cas elle ne l'est pas. Mais là où la note est un petit peu incomplète, c'est qu'elle ne parle pas de l'offre d'emploi. Et c'est pour ça qu'on va revenir vers vous, parce qu'on travaille justement avec la préfecture pour vous redonner un document qui sera vraiment complet. Parce que ce que dit la note est tout à fait exact, mais il faut aussi mentionner l'obligation d'offre d'emploi. Elle apparaissait effectivement pas. Ça vient en plus, c'est pas à la place d'eux, en quelque sorte. Alors, et là, il y a Émilie qui dit que c'est la mutation n'engendre ni création de vacances d'emploi, la DVE et l'offre d'emploi ne semblent pas obligatoires. Alors, ce que je vous propose, c'est que je vous répondrai avant. Tout à l'heure, je vous enverrai le PowerPoint, les collègues de la communication vous enverront le PowerPoint et je leur donnerai un écrit là-dessus, si ça vous intéresse. Ok, merci. Élodie. Alors, j'ai encore une question. Est-ce qu'on peut vous fournir un modèle de PV de recrutement? Oui, il n'y a pas de souci. On en a. On va vous le mettre également par mail et on va vous le mettre également sur le site du centre gestion, parce que c'est vrai que ça peut être intéressant d'avoir un modèle type. Voilà, désolé Elisabeth. Il n'y a pas de souci. Après, tu peux répondre dans le chat s'il y a d'autres questions. Ouais, super. Du coup, Élodie, si tu es dispo. Yes. Est-ce que vous voyez le support ou pas? Oui, c'est bon. Ok. Alors, aujourd'hui, on va faire un petit focus sur les produits biocides et le certibiocide. On a eu pas mal de questions dernièrement au service prévention. On va rebalayer un petit peu qu'est-ce qu'un produit biocide, qu'est-ce que le certificat et qui est concerné. Donc, au niveau du produit biocide, donc c'est toute substance ou préparation destinée à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles par une action chimique ou biologique. En fait, c'est des produits qui agissent soit contre les bactéries, les champignons, les rongeurs, les insectes ou les autres organismes indésirables dans divers contextes d'utilisation. Ce sont des produits que certaines collectivités, voire beaucoup de collectivités, utilisent soit dans les cuisines, quand il y a du restaurant scolaire, qui peuvent l'utiliser également dans les services techniques pour le traitement du bois particulièrement. On a aussi en fonction de raticides et on a une partie sur les désinfectants de surface. Donc, il y a une utilité pour la protection pour certains animaux, pour la désinfection de l'eau et des surfaces et la gestion des nuisibles. Et ce sont des produits qui sont soumis à une réglementation très stricte, déjà pour garantir leur efficacité et en plus pour la sécurité. Donc, il y a un changement de réglementation à partir du 1er janvier 2026. Donc, c'est pour ça qu'on refait un petit point pour les collectivités utilisatrices de certains de ces produits. Là, vous avez quelques exemples de familles de produits biocides. Donc, ils sont référencés ils appellent ça des TP. Donc, c'est leur catégorie, en fait. Donc, on a les désinfectants avec les TP2, TP3, TP4. C'est principalement des désinfectants qui peuvent être utilisés dans les écoles, dans les crèches, dans les piscines, dans les cantines, dans les établissements de sport. Ça peut être utilisé par les agents d'entretien pour encore plein d'autres choses. On a les rodenticides, donc là c'est plutôt utilisé dans tout ce qui est espace public, bâtiments administratifs, sur la voirie, dans les parcs. On a les insecticides, donc on a souvent aussi dans les collectivités pour la lutte contre les moustiques, alors peut-être pas trop dans les Vosges, mais en tout cas en France, on a certaines collectivités qui sont très embêtées avec les moustiques tigres et tout ça. On a pour les frelons asiatiques, les nuisibles saisonniers, et on a ceux pour la protection du bois. Donc là, ça va être plutôt pour le mobilier urbain, tout ce qui est les charpentes des bâtiments, les équipements extérieurs. Pour chaque type de produit, en fait, on a des contraintes qui sont spécifiques et qui demandent une formation, soit pour son utilisation, son stockage et son application, et surtout pour les services techniques dans les collectivités. Un petit point sur la réglementation. Donc, en fait, c'est régi au niveau européen et national. Donc, au niveau européen, on est sur un texte de référence qui encadre l'évaluation, l'autorisation et la mise sur le marché des produits.
Et on a au niveau national l'autorisation de mise sur le marché, donc avec une obligation pour chaque produit biocide. Il y a une délivrance par la NSES en France. Donc l'objectif de la réglementation, c'est de garantir l'efficacité des produits tout en assurant la protection de la santé humaine, animale et de l'environnement. Donc c'est que les produits ne soient pas utilisés n'importe comment, déversés n'importe où et qu'il n'y ait pas de soucis derrière. Donc bien sûr que les collectivités territoriales sont tenues de respecter cette réglementation pour tous les produits biocides qu'elles utilisent. Donc les types de produits, donc classification par TP, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc au niveau des désinfectants, donc on a le TP1 qui est pour l'hygiène humaine, donc tout ce qui est antiseptique, désinfectant qu'on peut utiliser pour la peau. On a les TP2 qui sont les désinfectants pour les surfaces, les locaux et le matériel. Le TP3 c'est plus l'hygiène vétérinaire, je pense pas que dans les collectivités vous en ayez besoin. TP4 désinfection des surfaces en contact avec les denrées alimentaires, donc c'est là qu'on revient aux fameux restaurants scolaires et aux cuisines. TP5, désinfection de l'eau potable. On a ceux pour la lutte contre les nuisibles. Donc le TP14 pour les rodenticides, c'est tout ce qui est rats et souris. Le TP18 pour les insecticides et acaricides, pour insectes et araignées. Le TP19 répulsif et appât. Le TP20 pour la lutte contre d'autres vertébrés. Et ensuite, on en a pour la protection des matériaux. Et on a d'autres produits biocides qui là sont vraiment très très particuliers. Il y en a pour les oiseaux, les produits antibiofilms, la protection des liquides, des systèmes de refroidissement. C'est pas des choses qu'on a l'habitude de voir dans les collectivités. Nous, on va plutôt rester sur la protection des matériaux, les désinfectants et la lutte contre les nuisibles principalement. Tous ces produits biocides, en fait, vous pouvez les retrouver sur la plateforme Biocide. C'est anciennement la plateforme Simbad. Donc, ça a changé de nom en fait depuis janvier 2023. C'est un outil que les collectivités peuvent utiliser. C'est souvent dans les services techniques que j'ai pu rencontrer lors de certaines interventions qui l'utilisaient pour la consultation en fait des autorisations de mise sur le marché et la vérification du statut réglementaire du produit. On peut pas acheter tout et n'importe quoi comme on veut, donc vaut mieux avoir une bonne base de référence. Donc si vous cherchez des produits biocides, référez-vous en tout cas à cette plateforme. C'est celle qui recense vraiment tous les produits biocides que vous pouvez acheter. Donc il y a la recherche et identification des produits autorisés par type d'usage, donc par le fameux TP qu'on a vu juste avant. On a la vérification des substances actives et de la conformité réglementaire. Et il y a une obligation de déclaration des entreprises utilisatrices de ces produits à faire avant le 31 mars. Pourquoi il faut une formation spécifique? Donc, surtout pour les collectivités qui utilisent des produits biocides. Donc, c'est protection de la santé publique et des agents qui manipulent ces produits. On les utilise pas n'importe comment. Pour la préservation de l'environnement et la réduction de l'impact écologique. Et pour le respect des obligations réglementaires imposées aux collectivités. Vous êtes également, en tant que collectivité territoriale, exposé au risque de sanctions financières et pénales en cas de non-conformité. C'est pas à prendre à la légère. C'est un petit peu, si vous voulez, comme les produits phytosanitaires. On n'en trouve quasiment plus dans les collectivités, sauf ceux qui ont une formation spécifique pour pouvoir en acheter, en détenir et le stocker et l'utiliser. Et les produits biocides, ça devient un petit peu sur le même principe. Donc au niveau du but et de l'historique, donc c'est une certification obligatoire qui vise à encadrer l'utilisation professionnelle des produits biocides. Pour la petite histoire, donc ça a commencé en 2015 avec une première mise en place du certibiocide. Il y a eu une extension de nouveaux produits, donc les désinfectants, les antisalissures qui ont été intégrés en 2023 à la liste des produits biocides. Et là en fait depuis 2024, on est sur une période un petit peu transitoire. De base, il avait été demandé que du coup les acheteurs, les décideurs et les utilisateurs soient formés, chose qui n'était pas avant 2024. C'était uniquement les acheteurs. La loi évolue. Comme ils ont vu que ça s'est pas trop bien mis en place en 2024, ils ont étendu jusqu'au 1er janvier 2026 pour que tout le monde se mette en ordre de bataille. Donc voilà, pour ceux en tout cas qui utilisent, retenez bien cette date parce qu'après, ça risque de se compliquer un peu pour arriver à avoir les formations en temps et en heure.
Donc là, vous retrouvez un petit explicatif, voilà, c'est un peu plus détaillé sur les trois grandes catégories de produits biocides. Je vous enverrai, enfin, vous aurez le support qui sera envoyé, donc je vous laisserai aller regarder un petit peu plus voilà, en profondeur ce que ça comprend, parce que on ne va pas passer trop de temps à tout reprendre. Donc, qui est concerné dans les collectivités? Alors, il faut savoir qu'il ne peut pas y avoir une certification pour l'ensemble de la collectivité. En fait, la certification CertiBiocide, elle est nominative. Donc, elle est attribuée à une personne physique. Ceux qui sont concernés du coup par cette obligation, donc il y a les acquéreurs. Donc, c'est les responsables du choix et de l'achat des produits biocides. On a les décideurs. Donc, c'est ceux qui vont définir les protocoles des produits, ceux qui choisissent les produits et qui sensibilisent les utilisateurs. Certification qui est obligatoire pour les services techniques. Donc, souvent, c'est le responsable technique qui l'a, cette certification. Et on a maintenant une obligation pour certains utilisateurs. Donc, s'il n'y a pas de décideur au-dessus et que l'utilisateur est également l'acheteur et qu'il n'a pas de responsable entre, il se doit d'avoir aussi la formation. Donc, ça peut être des techniciens, ça peut être des agents d'entretien, ça peut être voilà, les personnes vraiment qui les utilisent. Il y a juste une exemption, c'est si il y a un décideur au-dessus et qu'en fait, l'agent qui l'utilise suit un protocole qui a été établi par le décideur. C'est voilà, c'est un peu la seule nuance où c'est pas obligé que l'utilisateur ait la certification. Donc voilà, on a un petit exemple. Donc dans une mairie, le responsable des services techniques, donc qui est considéré comme le décideur, doit être certifié, mais pas nécessairement les agents d'entretien ou les autres agents du service technique qui, eux, sont simples utilisateurs et qui suivent le protocole d'utilisation qui a été établi par le responsable des services techniques. Au niveau de la procédure d'obtention du CertiBiocide, alors en fonction du type de biocide qui va être utilisé, ça ne sera pas la même formation. La durée n'est pas la même, donc on est sur une durée d'une journée pour les désinfectants et la catégorie autres produits que je vous ai présenté juste avant. Et pour les CertiBiocides concernant les nuisibles, là on est sur une durée de 3 jours, donc 21 heures de formation. Dans le contenu de cette formation, ils vont revenir principalement sur la réglementation applicable et l'identification des risques liés à l'utilisation de ces produits. Et il va y avoir aussi les bonnes pratiques, donc comment les stocker, leur utilisation et leur élimination. L'évaluation, ça se fait soit par un test pratique, soit par un QCM. Donc ça va dépendre en fait du type de formation que vous allez choisir, soit désinfectant, nuisible ou autre produit, ça ne sera pas la même évaluation. Et le CertiBiocide a une validité de 5 ans. Et le renouvellement se fait exactement de la même manière que la version initiale. Au niveau de l'inscription, donc ça se fait au niveau de la plateforme Cerber. Vous pouvez tout retrouver sur le site du gouvernement. Vous tapez CertiBiocide ou Biocide sur le site du gouvernement et en fait, vous avez toute une page qui est dédiée et où vous pouvez également vous inscrire pour les formations. Le portail Cerber, en fait, c'est le portail officiel pour accéder au dispositif CertiBiocide. C'est uniquement que pour ça. Donc, procédure à suivre. Créez-vous un compte nominatif sur certibiocide.din.developpementdurable.gouv.fr. Recherchez une session de formation. Donc, vous avez la possibilité soit de la faire en présentiel, soit de la faire en visioconférence. C'est à vous de choisir. Voilà, ça dépend où c'est proposé, dans quel département, vos disponibilités. Faites au mieux par rapport à ce qu'on vous propose. On va vous demander aussi de fournir certains justificatifs. Et par contre, le coût de la formation, je n'ai pas réussi à trouver. Donc, je ne sais pas quel est le coût réel. Je recherche et je vous recommuniquerai si j'ai réussi à avoir un peu plus d'informations. Obligation annuelle des collectivités utilisatrices. Donc, il y a une déclaration que je vous disais tout au début qui est obligatoire avant le 31 mars pour toute collectivité utilisant des produits biocides qui sont concernés par le CertiBiocide. Et ça doit se faire chaque année. La déclaration doit inclure le nom, la raison sociale, le numéro de siret, ainsi que les numéros de CertiBiocide des personnes qui sont titulaires du CertiBiocide. Vous devez également mettre à disposition et à jour dans votre collectivité un registre qui détaille les produits utilisés, leur quantité, les dates et les lieux d'application.
Et vous devez également afficher les numéros de certibiocide des agents habilités dans les locaux de la collectivité concernée et déclarer les nouveaux arrivants bénéficiant d'une dérogation de 6 mois pour l'obtention du certificat. Donc ouais, il y a quand même un petit délai. Si vous avez des nouveaux agents qui arrivent et qui doivent avoir cette certification, ils peuvent quand même, pendant 6 mois, avoir une dérogation pour utiliser les produits, le temps de passer leur certibiocide. Au niveau de la gestion et de l'élimination des déchets biocides, donc il y a une obligation de collecte séparée. En fait, les produits biocides qui sont usagés et leurs contenants ne doivent pas être jetés dans les poubelles normales, ou ni versés d'ailleurs dans les canalisations, dans les toilettes, dans les éviers. Enfin voilà, il y a un risque quand même de pollution des sols et des eaux, et ça engendre du coup un danger pour la santé publique et la biodiversité. Donc vous pouvez faire appel à des prestataires qui sont agréés pour la collecte et le traitement spécifique de ces déchets. Il y aura des bordereaux de suivi de déchets pour l'élimination qui vous seront fournis. Ils sont à garder pendant un minimum de 5 ans. Donc voilà, pensez à bien archiver aussi toute la traçabilité derrière. Au cas où il y aurait un litige, c'est les premières choses qu'on va vous demander. Et en cas de non-conformité du certibiocide avec la réglementation, les collectivités s'exposent à des sanctions, soit administratives ou soit pénales. Donc ça peut être une suspension temporaire ou définitive de votre activité concernée. Ça peut être une amende pouvant atteindre les 75 000 €, soit aussi une peine d'emprisonnement jusqu'à 2 ans maximum, et retrait des autorisations nécessaires. Il y a quand même eu des exemples concrets en France. Donc, on a eu une commune sanctionnée en 2024 de 15 000 € d'amende pour utilisation d'un biocide TP18 sans le certibiocide. Et il y a eu la fermeture administrative d'une piscine municipale cette année suite à l'absence de registre de traçabilité. Donc, la traçabilité est autant importante que la certification. Mais c'est pas, voilà, il n'y a pas l'impasse à faire dessus parce qu'on manque de temps ou d'organisation. Donc voilà, la responsabilité du maire est pleinement engagée niveau juridique en cas de non-conformité avec la réglementation, si voilà, vous faites attraper. Donc voilà, donc pour les dates à retenir, les choses importantes, c'est le 1er janvier 2026, où là, c'est vraiment la dernière échéance pour se mettre en ordre de bataille avec le certibiocide. Bien retenir les grandes catégories, donc les désinfectants, les nuisibles et tout ce qui est considéré autre. La certification qui est obligatoire pour les décideurs et acquéreurs de produits biocides et la déclaration annuelle à faire avant le 31 mars 2026 et la tenue d'un registre de traçabilité. Donc voilà pour moi, je ne sais pas si vous avez des questions. J'ai été un petit peu vite, mais vous aurez un support en tout cas qui sera un petit peu plus détaillé que celui-ci. Merci. Émilie, si tu veux réintervenir pour clôturer avec ton événement, je ne sais pas si tu es toujours là. Ah oui, c'est bon. Et je suis toujours là. Alors, moi, je voulais vous parler juste des actualités au niveau de notre pôle carrière instance paritaire. Je vais vous partager juste le lien de la future réunion. Ah, tu es en train de partager? Ok. Et bien, du coup, donc, en informations diverses, alors je peux mettre le slide. Vous voyez ça s'affiche bien ou pas? Ouais, vous voyez ou pas? Oui, c'est tout bon. Ok, super. Et donc, du coup, c'était juste pour vous informer qu'on organise une réunion d'information à destination des élus. Donc, qui aura lieu le samedi 15 novembre de 10h à midi, donc ici au centre de gestion des Vosges. C'était pour que vous fassiez le relais auprès de vos élus. Donc, quand on dit élus, c'est bien sûr le maire, le président, les adjoints, les conseillers municipaux. Il n'y a pas de souci. Donc, ça sera sous forme d'une, alors on va dire une petite conférence d'1 heure sur. Alors, le thème, c'est vraiment gérer les tensions au sein du personnel territorial. Donc, voilà, c'est pour avoir des leviers, pour voilà, gérer un climat ou alors une situation avec un agent là qui serait détérioré. Donc, on aura une conférence de 3/4 d'heure sur vraiment la procédure disciplinaire à mettre en place, mais aussi la deuxième partie, ça sera plus sous forme d'atelier. Et donc là, on verra, alors il y aura 3 ateliers, on verra tout ce qui est prévention avant d'en arriver au disciplinaire, donc tout ce qui est
prévention avec le dispositif de signalement, la médecine préventive, les enquêtes de climat social, la médiation, tout ce qui est possible de mettre en place avant d'arriver avant cette fameuse procédure disciplinaire. J'animerai moi-même un atelier sur, si jamais on fait le choix d'une procédure disciplinaire, sur comment faire un dossier, comment saisir le conseil de discipline. Et il y aura un troisième atelier qui s'intitulera Sortir d'une situation difficile autrement aussi que par le disciplinaire. Donc, on verra le préventif, le disciplinaire, mais aussi les autres moyens d'action quand il y a des tensions au sein des collectivités. Donc là, on parlera plus de rupture conventionnelle, de reclassement, de bilan de compétences, de mobilité interne, voilà. Avoir d'autres solutions que le disciplinaire pour sortir de cette situation conflictuelle avec un agent. Donc ça, je le répète, c'est au CDG, c'est le samedi 15 novembre de 10h à midi, c'est à destination des élus. Et pour s'inscrire, il faut aller sur notre site. Il y a même sur Agir, quand vous vous connectez sur Agir, vous avez le lien directement pour vous inscrire. Donc voilà, il faut juste mettre nom, prénom. Ton et PowerPoint puis, ne bouge pas. Désolée, ton PowerPoint ne bouge pas, ne défile pas. Normalement, Ok. Donc voilà. Donc en fait, en gros, il faut se rendre sur le site CDG 88 et puis s'inscrire. Voilà, donc je compte sur vous pour faire le relais auprès de vos élus si vous vous trouvez dans une situation un peu compliquée avec un agent de votre collectivité. N'hésitez pas et puis faites le relais pour que vos élus puissent se renseigner et puis trouver des façons d'agir et de solutionner les tensions qu'il y aurait dans les collectivités. Voilà, merci. Et alors ça, c'était pour notre réunion qui aura lieu le 15 novembre. Et il y a également, je fais un petit rappel puisque… Non, ça défile ou pas? Non, je pense pas que ça défile. Ça défile pas. Et donc, je fais un petit rappel sur la promotion interne, puisque vous savez que pour la promotion interne dérogatoire des secrétaires généraux de mairie, donc pour devenir rédacteur, j'ai ouvert une deuxième session en 2025. Donc, les saisines se clôturent sur Agir le 17 octobre. Donc, toutes celles, les secrétaires de mairie qui souhaiteraient devenir rédacteurs par cette promotion interne dérogatoire et qui n'ont pas encore effectué leur dossier sur Agir, il est toujours temps de le faire, c'est jusque vendredi. Donc, ça se fait sur Agir dans l'onglet promotion interne. Je le rappelle, pour devenir rédacteur quand on est secrétaire général de mairie, il faut être nommé déjà par arrêté secrétaire général de mairie dans sa collectivité, dans sa commune, et également avoir 4 ans de service effectif en tant que secrétaire de mairie et d'avoir accompli les 2 jours de formation du CNFPT sur les 5 dernières années. Voilà, donc si vous voulez plus de renseignements sur la promotion interne dérogatoire, il y a aussi une page dédiée sur notre site. Mais en tout cas, si vous voulez déposer un dossier ou si vous comptiez déposer un dossier, dépêchez-vous. Tout ça se clôture le vendredi 17 octobre prochain sur Agir. Voilà, merci. Ensuite, moi, je vais vous parler du régime indemnitaire de la filière police. Donc, je vais l'évoquer brièvement. Donc, l'ISFE. Donc, je rappelle les références juridiques parce qu'il y a une note de la DGCL qui est sortie dernièrement sur le maintien en cas de congé maladie. Donc l'ISFE, donc c'est l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement. Donc il y a une part fixe et une part variable, et il était notamment question du maintien en cas de congé maladie de l'ISFE. Donc la DGCL a sorti une note où, contrairement à l'IFSE, pour le coup, il ne serait pas obligé de suivre le sort du traitement, donc d'abattre et de maintenir qu'à hauteur de 90%. C'est par voie de délibération que la collectivité doit faire un choix de maintenir ou non le régime indemnitaire de la filière police. Donc de maintenir à 100% ou d'effectuer une réduction en cas de congé maladie ordinaire. Voilà, parce qu'il n'y a pas de parité avec l'État puisqu'il n'y a pas de corps semblable au niveau de l'État. Voilà la justification de la DGCL. Donc là, il faudra peut-être réviser vos délibérations si vous souhaitez qu'elles suivent le sort du traitement et donc abattre à hauteur de 90% le régime indemnitaire de la filière police. Si vous souhaitez conserver 100%, donc vous n'êtes pas obligé de la réviser. Ça dépend de ce que prévoyait votre délibération qui instaurait le régime indemnitaire des policiers. Voilà pour nos actualités. Oui, alors à pas confondre surtout pas avec l'IFSE des autres filières. Là, on parle juste de la filière police. Je le rappelle encore une fois, puisque
Pour l'IFSE normal, bien sûr qu'il y a un abattement, l'abattement est prévu des 90%, c'est voilà. On ne peut pas monter jusque 100% pour les autres filières. Ça ne concerne uniquement que la filière police, je le rappelle. Ouais. Donc nous, on a fini pour les actus du pôle CIP. Voilà. Et ben, on va pouvoir clôturer cette visio. Donc, comme d'habitude, vous recevrez le replay et les supports par mail cette semaine. Et on va vous transmettre dans le chat le questionnaire de satisfaction de cette visio. N'hésitez pas à mettre les sujets que vous souhaiteriez voir abordés dans les prochaines visios. Et je crois qu'il y a une question, Émilie, si tu veux y répondre avant de partir, avant de clôturer. C'est concernant l'ISFE. Oui, c'est ça. Alors, ça dépend la volonté de votre collectivité. Si votre délibération, comment dire, si vous voulez revenir sur le choix que vous avez opéré de réduire le régime indemnitaire, vous pouvez faire le changement. Si maintenant, malgré l'apparition de la note de la DGCL, vous voulez quand même abattre, vous pouvez, hein, ça c'est une possibilité, c'est pas une obligation. Contrairement à l'IFSE, là, c'est une possibilité d'abattre ou pas. Ok, très bien. Ben, merci à tous. Le questionnaire de satisfaction est dans le chat. Et puis, bonne après-midi.